donc je porte 2 prénoms. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Et donc c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à Bugarach ? C'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte donc plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal, qui m'a dit « mais moi je sais que tu t'appelles Pierre ». Et il m'a dit « j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends. Tu as une mission importante à remplir pour la planète, donc et pour accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la 5e. Il m'a dit tu devrais t'intéresser à l'Atlantide, à tout ça, parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des Toltecs. Tu es un homme-oiseau, donc tu es un surhomme en fait. Il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été, à 5 ans, quand j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhommes en fait. Je suis le grand monarque, c'est-à-dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. C'est pas Jésus, il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos, donc, et qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la confédération des maîtres du cœur sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. En 1979, un événement de même nature s'est produit à Cergy-Pontoise, près de Paris. À l'aube, 3 jeunes gens se sont trouvés entourés par des boules de lumière. L'un d'entre eux a soudainement disparu. Il n'est revenu sur Terre que 8 jours plus tard. Malgré une enquête approfondie, les policiers n'ont pu fournir aucune explication logique à cette semaine d'éclipse. Placés sous hypnose, d'autres humains voyageurs cosmiques ont raconté avoir été en contact avec un humanoïde nommé Orio. Il les aurait mis en garde contre une destruction du monde. Bien dans les cas de personnes qui ont eu des contacts plus physiques, si on peut le dire, avec le phénomène OVNI, et notamment je pense à Madame Z, je ne donnerai pas son nom qu'elle ne le souhaite pas, qui est venue nous exposer une observation qu'elle avait faite en Afrique du Nord, et là, elle s'est trouvée, si on peut dire, nez à nez donc avec un objet dont elle a pu s'approcher d'objets et apercevoir à l'intérieur les êtres et même l'intérieur de cet engin. Dans la description d'extraterrestres, il y a souvent des constantes. Une tête anormalement développée, des grands yeux, une taille très grande ou inférieure à celle de l'homme, la capacité de changer soudainement d'apparence et aussi différentes manières de s'exprimer. Ils nous ressemblent, mais avec des différences sensibles. Certains mesurent plus de 3 mètres, d'autres 2, d'autres 1 mètre seulement. C'est très variable. Je pense qu'en fait, ils adoptent la taille que nous souhaitons leur voir prendre. Ils préfèrent nous surprendre que nous effrayer. À mon avis, ils essaient de se présenter sous une forme rassurante. Certains sont particulièrement grands, avec une tête carrée. D'autres ont la même apparence que vous et moi. J'en ai répertorié 18 espèces. Mais il en existe peut-être 25. Certains prétendent qu'ils auraient autant de bases secrètes dans le sud-ouest des États-Unis. Pendant des décennies, nous avons cru que Mars était habité par des petits hommes verts. Pour qu'un être vivant se développe quelque part dans l'univers, il faut obligatoirement de l'eau et du carbone. Il y a des milliards d'années, tout sur Mars était requis pour faire naître la vie. Mars, au début de son histoire,
a eu des conditions extrêmement analogues à celles de la Terre. Alors la grande question, c'est qu'au moment où la vie apparaissait sur Terre, c'était il y a 3,8 milliards d'années, eh bien de l'eau liquide coulait sur Mars et les conditions étaient favorables à l'apparition de la vie. La matière carbonée, il y en a eu aussi, puisque Mars a connu beaucoup de bombardements météoritiques, quasiment autant que la Terre. Et quant à l'énergie, Mars est un peu plus éloigné du Soleil que n'est la Terre, mais le flux solaire est suffisant pour fournir une grande quantité d'énergie sur Mars. Alors, la grande question, c'est, alors est-ce que la vie a démarré sur Mars à ce moment-là? Est-ce qu'elle aurait démarré en même temps que sur Terre? Nous ne le savons pas pour l'instant, mais nous le saurons en débarquant sur Mars et en voyant s'il y a des fossiles, alors en analysant ces fossiles. Si oui, ça veut dire que dès que les conditions sont réunies, la vie démarre, la vie doit foisonner dans l'univers. Sinon, eh bien dans notre compréhension de l'apparition de la vie sur Terre, un maillon nous manque. Donc la grande question est posée. Alors en vue de résoudre cette question, les hommes ont décidé d'envoyer systématiquement des missions sur Mars. Et tous les 2 ans, pourquoi tous les 2 ans? Parce qu'on lance une sonde de la Terre, elle tourne autour du Soleil, nous arrangeons pour que la trajectoire de la sonde coupe celle de Mars. Et ce moment favorable se produit tous les 2 ans. Une hypothèse a souvent été abordée par les scientifiques. L'homme serait peut-être d'origine martienne. Est-ce que la vie terrestre provient d'une vie extraterrestre? Ça fait partie des possibilités. Ce n'est pas l'hypothèse qui est prioritaire chez les scientifiques, mais effectivement, ça s'appelle l'hypothèse de la panspermie, à savoir il y a dans l'espace interplanétaire des bactéries qui peuvent se promener, qui peuvent voyager sur des durées très longues. Et de temps en temps, elles rencontrent des planètes et elles viennent ensemencer les planètes qu'elles rencontrent et y apporter la vie. Le transport se fait effectivement par des météorites. Mars est constamment bombardé, reçoit des gros objets extramartiens. Certains de ces objets ont une énergie suffisante pour projeter des morceaux de la surface de Mars dans l'espace. La gravité martienne étant moins forte que la gravité terrestre, c'est quelque chose qui effectivement est plus facile que sur Terre. Une fois que ces morceaux de la surface de Mars sont projetés dans l'espace, ils restent dans l'espace, ils peuvent rester en orbite martienne et puis ensuite sortir de l'orbite, se rapprocher d'autres planètes et c'est comme ça que nous recevons de temps en temps des morceaux de Mars. Il y a actuellement une vingtaine de météorites martiennes répertoriées qui ont été collectées sur Terre. Pas de vie développée sur Mars, ni d'ailleurs sur aucune autre planète de notre système solaire. Mais pourquoi pas beaucoup plus loin dans l'univers, sur des planètes identiques à celles de la Terre? Nous sommes en quête d'un autre système solaire, d'un système où il y aurait un Vénus, un Mars, une Terre, un Jupiter, etc. Nous n'en sommes pas là encore, mais je pense qu'au XXIe siècle, on trouvera une autre Terre autour de notre étoile, si elle existe. Et là, on mettra le paquet. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les moyens d'observation pour voir cette Terre, comment elle a évolué. Est-ce que la vie existe? Est-ce qu'il y a une atmosphère avec de l'azote, de l'oxygène? Est-ce qu'il y a des manifestations de vie, etc. Et il n'est pas impossible, si cela existe, que nous ayons la réponse dans 3 ou 4 siècles. Et alors vraiment, si on en a la réponse dans 3 ou 4 siècles, on pourrait même songer à y aller. Alors là, s'il y a un choc de civilisation, je ne sais pas ce qui se passera, parce que quand l'homme blanc a rencontré les Mayas, les Aztèques, on sait ce qui s'est passé, ils ont été détruits. Quand l'homme blanc a débarqué sur l'île de Pâques, les habitants sont morts. Quand les Anglais ont débarqué en Australie, les aborigènes, on voit dans quel état ils sont. On connaît l'histoire de la colonisation. Donc souvent, quand une civilisation plus avancée rencontre une autre moins avancée, c'est au détriment de la moins avancée. Je pense que dans une vingtaine d'années, on saura s'il y a ou s'il y a eu de la vie autour de planètes semblables à la Terre dans d'autres systèmes solaires. Le mystère va rester entier pendant très longtemps. Je ne suis pas personnellement persuadé que les recherches de signaux provenant d'autres êtres pensants éventuels sur d'autres planètes vont être détectés. Bon, le problème, c'est que c'est un peu lié à la durée d'une civilisation. Notre civilisation n'existe que depuis peu de temps. Il y a seulement peut-être une centaine d'années qu'on est capable d'émettre des ondes radio vers d'autres planètes, et encore, au début, c'était très faible, donc disons quelques dizaines d'années. Combien de temps notre civilisation va survivre, on n'en sait rien, ça peut être assez court.
Bon, si ça se passe de la même manière dans d'autres planètes, vous voyez que la chance de détecter un signal provenant d'une autre planète est extrêmement faible. UFO. 29 mai 1993. Voilà ce qu'a aperçu un habitant de Stuttgart en promenant son chien. Dahinter. Original UFO. L'homme adore lever la tête pour découvrir l'univers. Il attend avec impatience le premier signal provenant d'une vie extraterrestre. SETI est une expérience scientifique en radioastronomie, exploitant la puissance inutilisée de millions d'ordinateurs connectés via Internet dans un projet de recherche d'une intelligence extraterrestre. Déjà, plus de 3 millions de participants de 226 pays ont réalisé ensemble plus d'1 demi-million d'années de calculs. Beaucoup de laboratoires, beaucoup de particuliers en France participent à cette recherche, moi y compris, peut-être vous aussi. Tout simplement, et je crois que là il y avait une idée géniale, tout simplement parce que certains Américains se sont dit, tiens, maintenant qu'on a Internet, pourquoi ne pas utiliser ce faisceau de communication, de liaison, pour mettre en commun tous nos ordinateurs, les ordinateurs des particuliers qui ne tournent pas constamment, et utiliser cet outil informatique d'ordinateurs, de millions d'ordinateurs mis en commun, pour traiter des grands problèmes. Et dans ces types de grands problèmes, c'est le traitement du signal. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle SETI at home, SETI chez soi. Alors SETI chez soi, ça peut être aussi dans son bureau. Donc, comme mon ordinateur ne tourne pas, il y a plusieurs ordinateurs du laboratoire qui sont branchés, eh bien, ils contribuent à essayer de décrypter les différents signaux qui ont été recueillis par les observations au cours des 10 dernières années faites par la communauté internationale qui fait du SETI. L'homme n'a pas attendu un signal extraterrestre pour entreprendre la conquête de l'espace. Hier la Lune, demain Mars, le siècle prochain les exoplanètes. Si les petits hommes verts ne viennent pas à nous, alors c'est nous qui irons vers eux. Une géante présentant le risque d'attirer les météorites, comme Jupiter. À cet endroit, on soutient qu'une douzaine d'agents auraient observé un objet faire des manœuvres impossibles dans le ciel. Il y a toute une théorie selon laquelle des extraterrestres auraient aidé le peuple ancien à construire ce site. Stonehenge compte parmi les sites préhistoriques les plus célèbres au monde. Il est situé dans la plaine de Salisbury, dans le comté de Wiltshire. On en sait très peu sur les bâtisseurs de Stonehenge, ni sur les raisons qui les motivaient, mais les civilisations suivantes ont toujours considéré ce lieu comme sacré. Même aujourd'hui, les druides modernes et autres adeptes du Nouvel Âge organisent des cérémonies au pied de ces pierres imposantes. À travers les siècles, ce site a toujours été associé aux ovnis et aux extraterrestres. C'est un endroit magique. Nous avons vu un objet qui n'était certainement pas de cette planète. Le 21 juin 1987, le policier Phil Hutchins et une douzaine d'autres agents étaient de service à Stonehenge la nuit du solstice d'été. À une heure tardive, un visiteur inattendu les a pris par surprise. Un grand nombre de mes collègues et moi-même devions passer la nuit à Stonehenge pour nous assurer que personne ne s'approchait des pierres. Vers 2 ou 3 heures du matin, un objet s'est avancé vers nous dans le ciel. Puis j'ai remarqué qu'il avait fait un virage impossible à un angle de 90 degrés, sans même ralentir. Avez-vous essayé de deviner ce qui se passait? Je me souviens avoir dit à mes collègues que d'après la façon dont l'objet volait, il semblait chercher à dresser un plan des environs. Cet objet ne venait certainement pas de notre planète. Avez-vous fait une déposition ou un compte-rendu d'incident à vos supérieurs? Non, ça ne se fait pas. C'est une situation difficile et je me serais sans doute couvert de ridicule. Même s'il y avait de nombreux autres policiers avec vous? Certains ne pourraient pas se résigner à venir témoigner.
Croyez-vous que notre entretien aura des conséquences? Quelques-uns de mes collègues d'hier et d'aujourd'hui vont bien rigoler, oui. Mais qu'est-ce qui a poussé ce prétendu ovni aperçu par une douzaine de policiers à s'agiter ainsi dans le ciel de Stonehenge? J'ai un drôle de pressentiment. Je pense que cet ovni qui se déplaçait, selon Phil, comme s'il cherchait à dresser un plan, en traçant une sorte de grille dans les airs, n'était pas là pour rien. Le réalisateur d'expérience John Tyndall a une théorie sur le comportement de cet ovni à Stonehenge. Y aurait-il un lien entre cet incident de 1987 et les monuments de Stonehenge? L'équipe revient à Los Angeles pour valider cette théorie en laboratoire. John crée un modèle de Stonehenge à l'échelle et révèle des motifs géométriques cachés. Rappelez-vous que d'après Phil Hutchings, l'OVNI se déplaçait en suivant un tracé précis. Alors je me suis demandé quel genre de motifs on pourrait bien trouver à l'intérieur de Stonehenge. Les agents de police ont vu l'OVNI dessiner des formes géométriques dans le ciel. À mon avis, Stonehenge dissimule des formes très intéressantes. Il se peut qu'il existe une énigme mathématique que personne n'a encore résolue. J'ai eu l'idée de tracer des triangles équilatéraux à l'intérieur de la structure de Stonehenge. Notre modèle est fait d'acrylique et de miroirs métallisés sur la face avant. Tout est question de géométrie. Jeff, tu veux bien éteindre les plafonniers? Maintenant, avec des lasers, nous allons voir si nous pouvons découvrir la géométrie sacrée de Stonehenge et les secrets encore enfouis. Phil Hutchings faisait partie de la brigade de policiers chargée de garder Stonehenge cette nuit-là. En regardant vers le ciel, ils ont vu un objet zigzaguer au-dessus des monuments, suivant un tracé géométrique. N'oubliez pas que ce qui rend cet incident digne d'intérêt, ce n'est pas seulement que l'OVNI zigzaguait, mais qu'il zigzaguait à angle aigu sans ralentir sa course. Aucun hélicoptère ne peut faire ça, ni aucun avion. C'est vrai. Notez bien que Phil Hutchings n'a pas vu ce tracé dans Stonehenge même, mais plutôt dans le ciel de Stonehenge. J'ai donc installé au plafond un miroir métallisé sur la face avant pour que nous ayons le même point de vue sur Stonehenge que l'OVNI. On peut explorer l'idée que si l'OVNI zigzaguait dans le ciel, c'était peut-être parce qu'il suivait un parcours formé par un système de réflexion quelconque, ou par la géométrie interne de Stonehenge que nous ne comprenons pas encore. Stonehenge est situé à un endroit bien particulier. Les pierres ne reflètent pas la lumière, mais elles reflètent les ondes radio. Si les ovnis percevaient des ondes d'énergie, que signifiaient-elles pour eux? Et si elles étaient orientées et agencées les unes par rapport aux autres, comme un poteau indicateur pour les ovnis? Il est clair qu'il se passe quelque chose entre les pierres, un échange d'énergie que nous ne pouvons pas percevoir, mais qui serait visible pour d'autres entités ou d'autres choses. Il me semble que tous les éléments de la description faite par les agents sont présents ici. Les angles droits, les zigzags. Si les ovnis voyaient des formes géométriques produites par la réflexion d'ondes radio, ils reproduisaient peut-être ces mêmes formes dans le ciel comme pour régler leurs instruments. Cette expérience est vraiment le mieux qu'on puisse faire pour expliquer le comportement de l'OVNI et ses zigzags. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. John a fait de son mieux pour élaborer une théorie plausible en rapport avec un ovni zigzagant. La lumière laser se réfléchissant sur les miroirs de ce modèle réduit de Stonehenge révèle une sorte de grille d'énergie qui pourrait être à l'origine des mouvements singuliers de l'ovni dans le ciel. L'objet restait en l'air. Il basculait sur lui-même, partait dans une direction, dans l'autre direction, faisait des petits tours au-dessus. Et j'étais absolument hypnotisé par cet objet insolite. Lorsque Chimène me prend par le bras, il me dit « Je regarde ce qui vient là-bas ». Nous avons regardé. Alors là, franchement, nous avons eu peur l'un et l'autre. Mais vraiment peur, hein. Car les trois objets qui apparaissaient à l'horizon, provenant de la même direction, et se précipitant avec une vitesse extraordinaire sur le premier engin qui était au-dessus, ces trois objets étaient en tout point semblables au premier. Ils sont venus à peu près au pignon, dans l'axe du pignon. Là. Oui, c'est cela. Voilà. Dans l'axe du pignon de gauche. Les trois. Oui. Et on aurait dit que le plus gros qui nous paraissait le plus gros, il est peut-être aussi gros que les autres, ou plus pareil, de la même dimension. On aurait dit qu'il les amusait. Ils s'amusaient ensemble. Mais alors,
des mouvements symétriques. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Vous voyez, ce n'est plus l'aviation, ça n'a pas de comparable. Et des mouvements pendulaires. Ça n'a pas de comparable également. avec tout ça, là. Hein. Une vitesse fantastique. L'avion en réaction n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient, eux autres. C'était du... Vas-y que je te pousse. Et les trois objets qui venaient, on ne peut pas dire non plus qu'ils étaient en vol de groupe. Mais toutefois, ils suivaient très exactement la même direction, ou tout au moins une direction parallèle. Il nous a semblé, en les voyant venir, qu'ils allaient s'aplatir contre le premier objet qui nous paraissait le plus gros, et qui était le premier apparu. Lorsqu'au moment précis où il semblait que tout allait s'effondrer au milieu d'un choc effroyable, le premier objet est monté en altitude, c'est la première fois qu'il est monté, n'est-ce pas? Il est monté avec une vitesse extraordinaire, j'estime à plus de 2000 à l'heure. Et les trois autres objets qui venaient d'arriver, à la verticale, et les trois autres objets qui venaient d'arriver, à sa poursuite. Puis le premier objet est redescendu, les autres semblaient jouer avec lui. Au bout d'un moment, on n'a plus vu qu'un seul petit point noir. Et j'ai dit à Chimène, cette fois, ça y est, le spectacle est terminé. Mais pas du tout. Ce petit point noir qui était minuscule dans le ciel bleu a grossi tout à coup. Il a enflé, et tout à coup, l'objet était à nouveau là, de l'autre côté de la voie ferrée, procédant à des évolutions comme la première fois, avec des mouvements de balancement, des mouvements pendulaires, partant, revenant, s'arrêtant, repartant. Et puis en définitive, il est parti tranquillement en direction de la montagne, légèrement à droite du puits du Louchadière que vous apercevez là-bas dans le lointain, légèrement sur la droite, c'est-à-dire en pratique dans la direction de Clermont-Ferrand. Je dois dire à un moment donné, vers la fin, une voiture est passée, comme celle-ci. J'ai tenté d'attirer son attention. En vain, la voiture a freiné en arrivant au bout. Et nous avons entendu un homme qui nous interpellait, qui nous a dit « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Et nous avons entendu un homme qui nous interpellait, qui nous a dit « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Et qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu ce gros machin qui était comme ça. Puis on aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme vous savez, des écriers, des machins comme ça. Puis alors ça dégageait comme du gaz et des machins de papier qui flottaient derrière. C'est tout ce que j'ai vu. Et quel est le bruit que vous avez entendu? Est-ce que c'est un sifflement, un souffle? Comme un graissement. Comme si c'était, comme on dit, un machin de vent qui fait sec, là, qui part sec. Comme du vent dans les arbres. Oui. Moi, je sais pas. Moi, j'ai entendu comme ça. Et qui a duré combien de secondes? Je sais pas, moi, 2 ou 3 secondes. Moi, j'ai écouté ça à peu près. Hein. Juste le temps de ronflement dans les oreilles, c'était tout. Ça vous a fait penser à quoi? À ce moment, j'ai pas grand-chose pensé. Après, j'ai vu M. Rouchon, il me dit « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Je dis « Moi, je sais pas ce que c'est. » Moi, j'ai dit « Moi, je ne peux pas comprendre. » Donc, M. Rouchon, il a dit « Moi, je comprends pas non plus. » J'ai pas pu comprendre ce que ça voulait bien dire. Et ça, là, dire que je ne l'ai pas vu, moi, j'ai vu le gros machin qui était en plein milieu. Là. Ça faisait... Maintenant, M. Rouchon, là, peut-être, là, ils l'ont eu plus près que moi. Moi, j'ai vu à peu près... Ça faisait... Dans les 3 mètres, je trouvais à peu près. 4 x 4, 16. 16 mètres cubes. 16 mètres cubes. Vous pourriez décrire la forme à ces messieurs? Bon, pour décrire la... Ça commençait à être un peu pointu par la cime, et puis dans le milieu, c'était gonflé un peu. Oui. Et puis par derrière, je vous dis bien, on aurait dit comme des machins qui dégageaient, comme ça faisait comme des machins comme ça. Des tentacules? Oui. Et pendant l'évolution de la fin, et en attendant que vous ne le voyiez plus, en dehors de ce sifflement du début, avez-vous entendu un autre bruit? Ah non, j'ai rien entendu. Plus aucun bruit? Non. Et vous avez vu un seul engin? Ah oui. Mais c'était plus gros. Mais là, au début, pareil, il y en a vu d'autres, il y a des petits tout qui étaient à côté. Mais moi, je n'ai pas vu le petit tout. Et vous avez eu des ennuis après, non? On s'est moqué de vous? Non, pas du tout. Oh, il y en a bien quelques-uns qui disaient qu'on a eu des illusions dans le ciel. Mais pour moi, j'étais pas tout seul. Si j'avais été tout seul, j'aurais rien dit. Mais comme j'étais pas tout seul... Monsieur Chimène, je voudrais vous demander aussi quelle matière c'était. Les ailes semblaient... je ne sais pas si vous avez observé une libellule. Les ailes d'une libellule. Une grande libellule. Voilà. C'est ni compact, une toile d'araignée. Parce qu'il y avait quand même de petites ailes
qui flottait dans le machin, là. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Mais enfin, ces ailes ressemblaient à une toile d'araignée. Vous voyez, comme un grillage. La première fois qu'on en a parlé tous les deux, je lui ai dit, moi, on aurait dit un machin d'araignée. La superstructure en métal gris foncé, qui ne brille pas, et tout le reste en grillage. Et monsieur Lesme, le corps même de l'engin? Ah oui. De quelle matière? Et comme je vous dis, moi j'ai dit à M. Rouchon, là, je lui ai dit, on aurait dit un machin d'araignée, comme les machins d'araignée, une toile mais de le corps même de l'objet. Il est indéfinissable. Indéfinissable. Donc, si la forme de l'engin... Pourquoi les gouvernements dissimulent-ils leur rencontre avec les extraterrestres? Qu'ont-ils à y gagner? Certaines personnes pensent que c'est une question de technologie et on ne parle pas ici de sonnerie de téléphone portable. Richard Dolan est un écrivain qui enquête sur les complots gouvernementaux depuis plus de 10 ans. Que les ovnis soient terrestres ou extraterrestres, ils impliquent l'utilisation d'un carburant autre qu'un hydrocarbure. Des centaines de gens m'ont dit « l'objet s'est immobilisé au-dessus de ma tête avant de partir en silence comme un éclair ». Avec un moteur à pétrole, c'est impossible. C'est beaucoup plus perfectionné. Alors qu'est-ce que c'est ? Si les engins extraterrestres utilisent une technologie qui nous est inconnue, quelle peut-elle être? Nous attendions la question. Tom Vallone fait partie d'un groupe de scientifiques qui tentent d'expliquer comment les vaisseaux extraterrestres peuvent traverser les galaxies. Si toutefois ils le font. Tom Vallone pense que les extraterrestres voyagent à la vitesse de la lumière grâce à une source d'énergie inépuisable. Autrement dit, quelque chose de beaucoup moins coûteux et de plus fiable que ce qu'on trouve dans nos stations-service. Chouette. Il aurait été difficile d'imaginer que les ovnis fonctionnent au propergol. Ça ne permet même pas d'aller sur Mars. Donc, s'il existe des engins capables d'accomplir des voyages interplanétaires ou interstellaires, ils doivent pouvoir convertir l'énergie ambiante ou disposer d'une forme d'énergie si concentrée qu'elle peut durer plusieurs années-lumière. Très bien, mais encore. Les recherches actuelles sur les ovnis pointent différentes technologies susceptibles de fournir une énergie inépuisable et de permettre la propulsion antigravitationnelle. Le problème de la gravité a tenu les plus grands physiciens en échec. Tom a passé des mois dans son cabanon de jardin à tenter de le résoudre. Il a même construit un ovni miniature. Un témoin a dit avoir vu un disque de la taille de l'OVNI portant des aimants sur les arêtes. Comme celui-ci. On peut imaginer qu'il fonctionne au moyen d'un système d'aimants permanent ou quelque chose de ce genre. Selon Tom Vallone, les deux moitiés de l'OVNI pourraient tourner en sens inverse et créer une énergie utilisée pour propulser l'engin. L'avantage de cette énergie est qu'elle ne demande rien. Nul besoin de brûler du carburant, c'est totalement dépassé. En fait, c'est une énergie tirée du néant. Vous comprenez maintenant pourquoi Tom planche encore dessus. Selon la théorie du complot, un certain nombre de personnes influentes se sont trouvées bien embêtées lorsque les extraterrestres ont apporté cette énergie sur Terre. Certains, comme le journaliste Jim Marks, pensent que nos dirigeants ne voulaient pas que cette énergie inépuisable devienne accessible à tous. Les vilains. Vous imaginez les conséquences de l'apparition d'une nouvelle source d'énergie qui remplacerait le gaz et le pétrole du jour au lendemain ? L'industrie pétrolière, le Moyen-Orient et l'industrie automobile feraient faillite. Ce serait une véritable révolution pour la société.
Dans une économie mondiale dominée par le pétrole, Jim Marrs pense que cette nouvelle forme d'énergie contrarierait de puissants intérêts économiques. Ces gens-là ne s'inquiètent pas de savoir si nous sommes au courant de l'existence des extraterrestres. Ce qui les inquiète, c'est que si nous le savons, nous sommes au courant de l'existence de technologies alternatives. Et cela pourrait ébranler leur monopole. Jim Marrs va encore plus loin. Il affirme que le gouvernement et les dirigeants ont débuté leur manœuvre de dissimulation avant même les années 1940. Nous sommes en route vers Aurora, au Texas, où un vaisseau spatial se serait écrasé en 1897. Voici la plaque commémorative de la Commission historique du Texas dont je vous parlais. Les plus vieilles tombes connues datent du début des années 1860. Une légende dit également qu'un vaisseau spatial se serait écrasé ici vers 1897 et que le pilote serait enterré ici. Ils disent que c'est une légende. La tombe est juste sous ce chêne, mais il n'y a aucune plaque. Donc j'imagine que je suis l'une des dernières personnes à connaître son emplacement exact. Maintenant que vous savez, il va probablement falloir vous tuer. C'est juste là. Quelqu'un a volé la plaque en 1973. On dit que c'est le gouvernement. Et j'ai des raisons de croire que c'est vrai parce qu'il y a quelque temps, j'ai rencontré une dame qui a grandi près de ce cimetière et qui m'a dit avoir rencontré des officiers fédéraux dans ce cimetière. Je lui ai dit « Ah oui ? C'était probablement en 1973. » Et elle m'a répondu « Non, c'était dans les années 1950, quand j'étais petite. » L'expérience de Jim au Texas l'a conduit à comparer ses notes avec d'autres, ce qui lui a permis de découvrir un schéma récurrent de dissimulation. Vous vous demandiez quand est-ce qu'on en arriverait à parler des Men in Black? Eh bien, nous y voilà. Les gens qui ont vécu une expérience avec des ovnis reçoivent parfois la visite d'hommes étranges, en costume noir, qui leur demandent ce qu'ils ont vu exactement et qui leur suggèrent fortement de n'en parler à personne. Récapitulons. Selon Jim Marrs et beaucoup d'autres, les gouvernements ont monté un complot international visant à dissimuler leur contact avec des extraterrestres afin de ne pas révéler l'existence d'une technologie supérieure. Mais est-ce bien logique? Les compagnies pétrolières et les gouvernements ne préféreraient-ils pas déposer des brevets et vendre cette technologie? Et d'ailleurs, s'ils voulaient dissimuler leur contact avec les extraterrestres, ils n'auraient pas oublié d'enlever cette plaque. Les personnes concernées étant mortes depuis longtemps, nous n'avons aucun moyen de savoir si cela s'est réellement produit. Ce qu'il faut, c'est rencontrer nous-mêmes l'un de ces hommes en noir. Eh bien, vous savez quoi? Nous avons trouvé quelqu'un qui prétend avoir travaillé pour une organisation militaire secrète et dont le travail aurait été de diriger la dissimulation de preuves. Il a souhaité garder l'anonymat, on se demande bien pourquoi. J'ai été formé par la CIA et l'agence de renseignement militaire, la DIA. Au cours de mon parcours à la DIA, j'ai enquêté sur des signalements d'objets volants non identifiés à travers le sud-ouest des États-Unis. On a mené des opérations de contre-espionnage contre des personnes qui étaient sur le point d'apprendre la vérité sur les programmes confidentiels. Certains peuvent appeler ça de la désinformation, mais quoi qu'il en soit, c'était un moyen légitime d'éloigner les indésirables des programmes confidentiels. Cet agent, soi-disant secret, n'a pas voulu nous dire pourquoi l'armée souhaitait cacher ses contacts avec les extraterrestres. Il s'est contenté d'allusions obscures à une alliance entre l'armée et les extraterrestres et s'est flatté d'avoir rencontré de nombreux aliens à cette époque. Ils mesurent environ 1,20 m, ils ont de grands yeux. Ils viennent d'une planète dont le soleil est apparemment très puissant puisqu'ils ont des paupières doubles. Ils n'ont pas d'oreilles visibles, ils ont juste un orifice de chaque côté de la tête, idem pour le nez et la bouche, pas de dents. Ils ont des organes internes simples, un cœur et des poumons, à peu près les mêmes que nous, et un système digestif simple. Je ne vais pas parler de ça. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais mieux ne pas savoir.
Et voilà, un agent secret qui demande à se faire interviewer et qui refuse de nous donner des preuves pour étayer ses allégations. D'ailleurs, on n'en a trouvé aucune. Mais s'il a fait ce qu'il prétend, comment fait-il pour dormir la nuit? Je n'ai pas de problème de conscience. Tout ce que j'ai fait au service du gouvernement, la désinformation, c'était légitime. Les opérations que j'ai menées étaient légales. J'ai fait mon travail et je l'ai bien fait. Ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas d'existence officielle au sein de la société. Ces agents chargés d'enquêter sur les phénomènes extraterrestres, ils sont à l'extérieur. D'accord. L'agent X dit peut-être la vérité. Si tel est le cas, nous tenons un scoop. Quand les dissimulations ont-elles commencé? Les extraterrestres ne sont peut-être pas arrivés dans les années 1940, ni dans les années 1890. Peut-être sont-ils là depuis longtemps. Nous sommes des gens parfaitement normaux. Vous nous côtoyez au travail, dans votre famille, parmi vos amis. Pourtant, nous vivons des expériences extraordinaires. Et nous cherchons tous à comprendre ce qui nous arrive. Qui est derrière tout ça et pourquoi? Cette nuit-là, j'étais couché quand 4 de ces êtres sont entrés chez moi. J'étais réveillé dans mon lit. Je ne sais pas d'où ils sont venus, ni comment. Mais ils sont entrés très rapidement et se sont avancés vers moi. Soudain, ils se sont tous retrouvés à côté de mon lit, à ma droite. Je me suis tourné vers eux. J'étais sûr que j'allais mourir. Ils mesuraient 1,20 m et m'ont paru très froids. C'est extrêmement dérangeant d'être dans une pièce avec quelque chose qui n'est pas censé exister. J'ai été emporté à bord du vaisseau et emmené dans une pièce complètement scellée. Je ne peux pas parler de ce qu'on m'a fait là-bas, c'est trop personnel. C'est incroyable. Ils sont dans ma chambre. Ils sont dans la chambre. Ils sont tous les deux à ma gauche. Deux à gauche. Ils sont de nouveau là, à ma gauche. Ils sont là. Bud Hopkins est un artiste qui a consacré les 25 dernières années à faire des recherches, convaincu que les extraterrestres sont parmi nous et qu'ils enlèvent des gens. À quoi ressemblait-il? 1,20 m, 1,35 m de haut. Il consigne les récits de gens emmenés à bord de vaisseaux spatiaux puis ramenés sur Terre avec un souvenir confus ou inexistant de cette expérience. Je suis incapable de bouger. Pourtant j'essaie. J'ai travaillé avec des centaines et des centaines de kidnappés. Et il ne fait aucun doute que ça dure depuis des années. Peut-être pas aussi fréquemment que ces derniers temps. Mais avant, on ne savait à qui raconter cela. La majorité des gens ont l'impression que ça n'a pas pu leur arriver. C'est Bud Hopkins qui a convaincu une grande partie de la communauté des ufologues que l'abduction est un phénomène réel. Je conserve les dessins de ce dont les gens se souviennent à l'intérieur du vaisseau, en particulier le visage des extraterrestres. Je fais ça depuis de nombreuses années, depuis 1975. La caractéristique principale est le crâne énorme, alors que la bouche est presque inexistante, une fente minuscule. Bud Hopkins a été le premier. Il a publié des ouvrages et des articles dans des magazines, a donné des conférences, puis les autres ont suivi. Aujourd'hui, l'abduction est un thème récurrent au cinéma et à la télévision. D'après un sondage effectué en 2002, un Américain sur 5 est convaincu que le phénomène est réel. Quant aux kidnappés, ils sont profondément traumatisés par le souvenir de ce qu'ils ont vécu. La plupart des abductions que j'ai subies ont eu lieu dans mon lit en pleine nuit. Mais ça n'est pas vrai dans la majorité des cas.
La plupart des abductions que j'ai subies ont eu lieu dans mon lit en pleine nuit. Mais ça n'est pas vrai dans la majorité des cas. Je suis couchée et j'éprouve une sensation de peur. Il y a quelque chose dans la pièce et je ne peux plus bouger. Je ne pouvais plus bouger la tête sur le côté, mais en regardant vers le pied du lit, j'ai vu des gens. Je vois des yeux qui me traversent. Et ensuite, je ne me rappelle plus rien. Et je me réveille le lendemain matin. Parfois, la personne se rappelle le début et la fin de l'expérience, mais pas ce qui s'est passé entre les deux. Et c'est une vraie torture. Alors, ils viennent me voir et on entame le travail de recherche. Le plus souvent, Bud Hopkins a recours à l'hypnose, une façon pour lui de mettre la personne en relation avec les souvenirs qu'elle aurait refoulés. Installez-vous confortablement, détendez-vous. L'hypnose peut s'avérer très utile. Quand un individu est détendu, on arrive à éliminer les sensations parasites et à obtenir un souvenir net de ce qui s'est passé. Vous êtes dans votre lit. 1, c'était il y a longtemps, y retourner. 2, vous y êtes presque. 3. Il me regarde très attentivement. Je dis « il », mais je ne sais pas. Une des choses qui a attiré mon attention dès le départ, c'est la similitude entre tous ces cas, les mêmes détails qui revenaient toujours. Grâce à la régression sous hypnose, je me suis rendu compte qu'il y avait un vaisseau spatial d'une trentaine de mètres de long à gauche de ma maison. Un extraterrestre en est descendu et s'est retrouvé à côté de mon lit. Il tend la main, je tends la mienne. Sa peau est toute parcheminée, très sèche au toucher. Et puis je ne me rappelle plus comment, mais on flotte dans les airs. Ils m'ont amené devant une créature tellement horrible que je ne pourrai jamais l'effacer de ma mémoire. Elle mesurait plus de 2 mètres de haut. Très grand, très mince, effrayant, parfois presque comme un insecte. Ça me terrifie. Je me retrouve dans une pièce, allongée sur un brancard, et cette créature, je ne sais pas comment le dire, elle m'écarte les jambes. Il m'enfile une espèce de suspensoire auquel est fixé un tube rattaché à une machine et il m'extrait du sperme. Je ne sais pas comment. Ensuite, la femme amène un bébé et me le tend. Immédiatement, je sais que c'est le mien. Je dis, c'est mon bébé. Mais elle me le reprend et dit, non, il est à nous. 5, vous commencez à vous réveiller. 4, vous vous réveillez. 3, vous y êtes presque. 2, 1, vous êtes réveillé. Je suis content qu'on l'ait fait. On ne savait pas tout ça. Non. Bud étudie tout cela depuis très longtemps. J'apprécie beaucoup la compréhension dont il fait preuve et l'aide qu'il apporte aux gens. C'est un homme bon. Mais la compétence de Bud Hopkins dans l'hypnose est contestée par les psychologues. Rien ne prouve que l'hypnose peut aider à retrouver des souvenirs, ni que les souvenirs éventuellement retrouvés soient précis. Sous hypnose, on a la sensation que l'expérience est vraie. On accorde du crédit à ce qui remonte. Or, la plupart du temps, c'est un pur produit de l'imagination et de la suggestion. Comme d'autres psychologues et chercheurs à l'université de Harvard qui ont travaillé avec des kidnappés, le docteur Susan Clancy pense qu'un trouble du sommeil assez répandu explique la majorité des cas d'abduction. Quand on leur demande de raconter le début de leur expérience, les sujets interrogés décrivent quelque chose qui ressemble étrangement à la paralysie du sommeil. Voilà comment ça se passe. On se réveille, généralement en pleine nuit, on est terrifié, paralysé, submergé par un sentiment de peur. Certains disent sentir une présence, quelque chose qui se trouve dans la chambre. D'autres voient des formes ou des lumières. Ça arrive très souvent.
Au cours d'un épisode de ce genre, la personne sort d'une phase de mouvement oculaire rapide ou de sommeil paradoxal, qui correspond aux périodes de rêve. Pendant cette phase, tout le corps est paralysé, et heureusement, car sinon on vivrait ses rêves. Mais parfois, il arrive que les yeux du dormeur s'ouvrent. Il voit sa chambre. Il est réveillé, conscient. Il se rend compte aussi qu'il est totalement paralysé. Brusquement, il sent son corps parcouru de fourmillements. Il voit des éclairs lumineux, il entend des bruits et sent comme une présence dans la pièce. Si on ignore ce que c'est, ça peut être très angoissant. Ce genre de manifestation existe depuis toujours et dans toutes les cultures. Ainsi, il y avait les incubes et les succubes, les démons qui rendaient visite aux gens au Moyen-Âge. Chez nos sujets, ces visiteurs sont interprétés comme des extraterrestres. Ces personnes finissent par se rendre chez un hypnothérapeute qui souvent partage leurs convictions. Pendant ces séances de régression, le thérapeute les ramène au moment où elles étaient paralysées dans leur lit pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que remontent ces souvenirs. Elles sont emmenées hors de la pièce par la fenêtre jusqu'à un vaisseau. Là, des créatures extraterrestres leur font subir des expérimentations de reproduction hybride, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une victime d'abduction.